Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose la mise à jour de la thèse d'investissement sur Jacquet Metals. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on va commencer tout de suite avec cet article. Donc c'est tiré de la lecture du document d'enregistrement universel 2024 publié fin avril 2025. Je vous conseille de lire ces documents, c'est très intéressant, beaucoup d'informations, notamment le plus important pour moi c'est la stratégie de l'entreprise. On va aller regarder ça en détail et on y va. Alors, l'entreprise, maintenant vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne, Jacquet Metals, ils font de la distribution d'aciers spéciaux. Donc c'est un sous-secteur, on va dire une niche de la distribution d'acier. C'est hyper cyclique. Les acteurs de ce marché, ils n'ont pas de pouvoir de fixation des prix, donc ils sont fortement dépendants de la variation des prix de l'acier, et après de leur acier de spécialité pour Jacquet Metals. Donc on voit qu'il y a eu un rebond sur l'acier mi-2024, et puis hop, on est redescendu là, mais on n'est pas allé retrouver les plus bas. Donc, est-ce qu'on se stabilise ici? Moi je le pense quand même, il y a des indicateurs macroéconomiques, notamment la relance en Chine, et les reprises des PMI en fait, les enquêtes de directeurs d'achat, qui vont dans le sens quand même d'une reprise de l'activité, et en plus on a des plans de relance en Allemagne, donc à mon avis ça va quand même tirer les prix de l'acier vers le haut, ce qui sera favorable pour les distributeurs. 3 niches de marché pour Jacquet Metals, exploitées via 3 groupes d'entreprises, donc les tôles en carton inox pour le groupe Jacquet, les produits longs en inox pour le groupe Stapert, et les métaux pour la mécanique pour le groupe IMS. Donc dans ces différents créneaux, la concurrence elle est assez variée. On a beaucoup de petits distributeurs familiaux qui opèrent, régionaux qui opèrent au niveau régional, national, sans avoir de taille critique, et on opère également contre les producteurs, en fait les acteurs verticalement intégrés de l'acier, donc Acerinox, ThyssenKrupp en Allemagne, ArcelorMittal en France, Aperam au Luxembourg, les Salzgitter en Allemagne, et on a également de la concurrence dans les distributeurs spécialisés, que ce soit les distributeurs d'ailleurs d'acier standard ou des distributeurs d'acier spécialisés. On a Ryerson et Reliance aux États-Unis, et on a Klöckner, alors c'est plutôt de la distribution d'acier générique en Allemagne. Donc d'après le document d'enregistrement universel, Jacquet mentionne le fait qu'il n'y a pas d'acteur qui a une taille aussi critique dans les niches de Jacquet. Donc ils sont plutôt numéro 1 dans leur niche, et ça c'est excellent, c'est ce qu'on veut, on veut prendre le leader sur un marché, et si c'est un marché de niche, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de concurrence, et qu'on va pouvoir croître tranquillement en rachetant des petits acteurs. Si on regarde le chiffre d'affaires 2024 de Jacquet Metals, alors le chiffre d'affaires c'est pas forcément très pertinent pour analyser un distributeur, mais on va quand même regarder ça nous permet de voir la diversification géographique du groupe. Donc là c'est toute activité, tout groupe d'entreprises confondues. On a fait un chiffre d'affaires de 2 milliards sur 2024. On est très exposé à l'Allemagne quand même, plutôt assez exposé à la France. On commence à être de plus en plus exposé à l'Amérique du Nord, ça c'est bien, et 26% dans Autre Europe. Donc globalement on peut se dire quand même 34% Allemagne, on va dire 36% France, on a France-Espagne, donc ça va être 40-45% Europe autre qu'Allemagne, et puis après l'Amérique du Nord à 7%. Si on regarde en détail en fait les par différentes filiales, vous voyez que par exemple Stapert c'est majoritairement en Allemagne, pareil pour IMS Group, majoritairement en Allemagne, et pour Jacquet par contre c'est majoritairement en Amérique du Nord. Donc c'est via Jacquet qu'on se développe en Amérique du Nord à l'international. Ça c'est bien. Comme je le mentionnais précédemment, quand on est sur la distribution en règle générale, que ce soit de l'acier spécial ou autre, c'est plus intéressant de regarder la marge brute plutôt que le chiffre d'affaires pour évaluer la variation de l'activité. Donc ce qu'on voit quand on regarde ici la marge brute pour Jacquet Metals, on a quand même une tendance structurelle à la hausse. Donc on a une marge brute, un profit brut qui est en augmentation assez structurellement, et par contre c'est cyclique. Vous voyez qu'il y a des phases où on gagne énormément d'argent, il y a des phases où en fait c'est une période de disette, et donc là on était sur une période un peu morne sur 2024, et là ça commence à rebondir sur la dernière publication disponible ici, donc sur fin 2024, on a commencé à rebondir un petit peu en termes de marge brute. Donc ça c'est encourageant.
Maintenant, si on regarde l'analyse du portefeuille activité et la stratégie du groupe. Donc on l'a dit, ils font de la distribution d'acier spécial qui est un marché de niche, et ils ont un avantage concurrentiel énorme, c'est qu'ils ont une superbe logistique, et ils centralisent en fait les achats chez Jacquet Metals, ce qui permet de négocier, et bien évidemment, des prix plus attractifs que des petites entreprises qui négocient entre elles. D'ailleurs, dans le livre que je vous recommande sur le rachat de IMS Group, alors c'est Jacquet Metals, comment David a croqué Goliath, il nous explique pourquoi est-ce que Jacquet Metals savait qu'ils allaient pouvoir augmenter les résultats de IMS en le rachetant. C'est parce que IMS était très décentralisé, et également pour la fonction achat, qui est très importante pour les distributeurs. Et donc chaque filiale négociait avec ses fournisseurs, et donc ça permet pas de peser en fait dans la négociation quand on n'est pas centralisé. Là, le but pour Jacquet Metals, c'est évidemment de centraliser les achats et donc de peser sur les prix face à leurs fournisseurs. L'autre élément qui permet de peser face aux fournisseurs, c'est la diversification. Donc ils disent qu'ils ont 20 fournisseurs qui représentent 50% des achats, donc c'est bien de diversifier. Idéalement, en fait, face à chaque fournisseur, il faut être plus gros que lui, comme ça on peut imposer ses conditions d'achat. Et donc c'est ce que fait Jacquet Metals, et ça c'est très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que ils ont énormément de clients, donc ils sont au plus près de leurs clients, ils maillent le territoire en fait pour être au plus près de leurs clients. En 2023, ils mentionnaient qu'ils avaient 60 000 clients, maintenant ils ont 65 000 clients, et des petites factures de 3 000 € à chaque fois, à chaque commande. Donc on a une base atomisée de clients, et donc on pèse énormément face à chaque client. Donc c'est pareil, on peut imposer ces conditions de tarifaires, mais également de règlement de factures, donc les délais de facture, c'est important aussi pour la gestion du BFR. Donc ça c'est un peu le fonctionnement et l'avantage concurrentiel de Jacquet Metals, c'est cette maîtrise incroyable de la fonction achat et de la logistique. Donc comme on l'a dit, ils gèrent les stocks aussi au cours d'eau chez Jacquet Metals. Typiquement, c'est ce qu'on voit dans les derniers trimestres 2024. Par exemple, sur le résultat 2024, il est quasiment nul. Et si vous regardez par contre la génération de cash flow, elle est très forte. Et ça, c'est grâce à un excellent pilotage des stocks, puisque quand on baisse les stocks, ça baisse le besoin en fonds de roulement, et donc ça fait monter le cash. Et en fait, Jacquet Metals, ils sont experts là-dedans, dans la gestion des cycles, et surtout dans la gestion des stocks. Pour ce qui est de la stratégie, eh bien ce qu'ils font, c'est une activité de service en fait, Jacquet Metals. Leur service, c'est fournir à leurs clients dans un délai bref l'acier spécial dont ils ont besoin en étant au plus près de ses clients. Et donc, comment on fait pour être au plus près de son client ? Eh bien, on fait du maillage territorial, c'est-à-dire qu'on ouvre des centres de service. Dans ces centres de service, d'ailleurs, on fait aussi des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la préparation de l'acier. Donc, ils font des activités qui permettent de préparer l'acier pour qu'il soit disponible à l'utilisation assez rapidement par les clients. Donc, Jacquet Metals, ce qu'ils font, c'est que de manière organique ou de manière via des fusions-acquisitions, ils vont aller ouvrir de plus en plus de centres de service auprès de leurs clients en faisant du maillage territorial. Ça s'appelle la stratégie du nénuphar. En fait, ça reproduit un peu comment l'expansion en fait on va dire de nénuphar en allant grossir de plus en plus dans les zones géographiques. Donc, idéalement, ce qu'on fait, c'est les cash flows qu'on dégage, on les réinvestit pour ouvrir des nouvelles zones. Et quand on est en bas de cycle, on profite on va dire, des valorisations plus faibles des concurrents pour les racheter à un prix attractif. Donc c'est ce que régulièrement fait Jacquet Metals dans ces diverses géographies. Donc on a vraiment deux leviers pour étendre le maillage territorial, la croissance organique en ouvrant des centres et la croissance externe en rachetant des concurrents. L'avantage de Jacquet Metals, et c'est un avantage assez, on va dire, structurel, c'est que c'est une société familiale. Donc ils ont une vision long terme. Le but, c'est pas de maximiser le cours de l'action à court terme. Et donc, quand on prend des concurrents qui sont plutôt dans cette optique de maximiser à court terme le cours de l'action, eux, ils vont, ces concurrents, en haut de cycle, continuer à investir, à faire des dépenses en capital, à rentrer du stock, etc. Alors que Jacquet Metals a une gestion prudente. Et donc, en haut cycle, ils anticipent le retournement du cycle, et donc ils déstockent idéalement, et donc ça leur permet de générer beaucoup de cash flow. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ces concurrents qui sont moins bien pilotés,
ils font ensuite des avertissements sur le résultat, et la valorisation chute à cause de ça. Et hop, ça permet de les racheter par la suite à une valorisation attractive. Donc l'avantage structurel de Jacquet Metal, c'est ce caractère familial avec une vision long terme. Et allié avec une excellente gestion, ça permet de racheter des sociétés qui sont plutôt pilotées, qui sont plutôt détenues par des fonds et qui veulent une maximisation des profits à court terme. Pour appuyer ce que je viens de vous dire d'ailleurs, on regarde le capital. Ce que vous voyez ici, c'est que finalement, donc le concert Jacquet, c'est la famille Jacquet, ils sont à 44% du capital et ils sont à 60% des droits de vote. Donc aucune décision ne se prendra sans la famille. Donc ça assure une vision de long terme. Il faut évidemment que la famille aille aussi dans le sens des minoritaires, mais jusqu'à présent ça se passe bien. Ce que vous pouvez noter également, c'est qu'il y a 3 fonds assez importants. Au capital, on a RW Colburn, donc celui-là je ne le connais pas, 5,4% du capital. On a Moneta, qui a 7,3% du capital, c'est quand même une part assez significative. Moneta, ils ont plutôt une vision long terme, ils sont plutôt value, donc ça c'est rassurant, ça apporte de la stabilité. Et idem pour Amiral Gestion, 8,6%, ça c'est plutôt un fonds qui est assez long terme. Donc on voit qu'on a la famille qui est prépondérante, plus des fonds orientés long terme, donc ça assure de la stabilité. Et évidemment, ça vous enlève une prime d'OPA sur la société. Ça, évidemment, il y aura jamais d'OPA en fait sur Jacquet Metals. Le profil du dirigeant, petite faute de frappe ici, je vais corriger ça. Bon, en fait, c'est Éric Jacquet qui a succédé à son père à la tête de Jacquet Metals. Il a fait toute sa carrière dans le groupe et il connaît très 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 bien le marché. Il pilote la stratégie et tout ce qui est fusion-acquisition. Donc il a un excellent alignement avec les minoritaires parce qu'il est fortement impliqué au capital via le concert Jacquet. Donc rien à dire sur le PDG, il assure la continuité. Je sais pas, il faut regarder dans les statuts quelle est la date de fin de mandat, il est à 2026, mais il sera probablement renouvelé. Là, ça c'est le mandat au conseil d'administration. Il a 66 ans, il est encore assez loin de la retraite, je pense encore peut-être 5-6 ans, donc il va continuer à rester à la tête, donc il faudra après s'intéresser à ce qui se passe au niveau succession, mais c'est pas encore le moment de se poser la question à mon avis. On va passer maintenant à la partie plus quantitative, sur l'analyse sur cette thèse d'investissement. Donc comme on l'a dit, c'est cyclique, Jacquet Metals, donc ici je vous affiche les marges. On voit qu'en fait, le taux de marge brute est plutôt fluctuant autour de 24,2%. L'entreprise n'a pas de pouvoir de fixation des prix, on subit les variations de prix de l'acier, et donc on s'adapte au mieux par rapport à cette variation-là. On peut essayer de dégager de l'efficience opérationnelle, mais c'est quand même assez difficile de compenser. Donc ils ont un modèle relativement agile, Jacquet Metals, c'est-à-dire qu'ils ont quand même ils ont des coûts variables. Et ils peuvent aussi fermer des sites assez rapidement. Le fait qu'il y a aussi précision, ils détiennent aussi pas mal de sites, et ils préfèrent à la location, la détention en propre plutôt qu'à la location, parce que quand vous êtes locataire d'un site, d'un entrepôt, vous êtes collé pour la durée du bail. Alors que si vous êtes propriétaire, vous pouvez le vendre si vous trouvez un acquéreur, évidemment. Donc ils préfèrent cette détention en propre. Donc ça c'est un élément que j'ai pas regardé mais qui pourrait être intéressant de regarder, c'est comment ils valoriser leur immobilier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'actifs cachés à ce niveau-là. Donc à regarder. On voit que le taux de marge nette à la fin 2025 il est nul. Et c'est ce que je vous ai précisé auparavant. C'est qu'on n'a pas fait de résultat net sur 2024, mais on a généré des cash flows. Donc c'est le plus important. Donc ça, je vous l'ai déjà précisé, en période de baisse du cycle, on réduit ses stocks pour contrôler la variation du BFR. On continue quand même à faire de la dépense en capital, maintenant on l'ajuste par rapport au cash flow disponible, parce que en fait le but c'est justement de profiter des bas de cycle pour mailler plus le territoire à moindre frais. Donc on adapte, mais on continue à investir. Petit aparté ici, et c'est valable d'ailleurs pour tous les distributeurs, si les marges sont si basses, parce qu'on voit que la marge nette, elle est nulle là, actuellement. Mais comment est-ce qu'on fait pour générer du résultat si on a des faibles marges ? La clé, c'est la rotation d'actifs. Donc là, on a un bas de cycle, la rotation d'actifs elle est au plus bas depuis 10 ans, donc c'est-à-dire qu'en fait on fait pas tourner le stock, on est plutôt en tendance de déstockage pour l'instant, mais quand on remonte en phase haussière du cycle, là,
on va augmenter la rotation de l'actif en faisant tourner le stock, donc en essayant d'ajuster au mieux cette activité. Donc on voit que pour l'instant on est vraiment dans une phase d'attentisme, puisque la médiane de rotation de l'actif est à 1,5 fois. À l'heure actuelle on a 1,2 fois, donc on est encore dans un point mort de l'activité, on va dire. On compare les free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Ce qu'on voit, c'est que sur 10 ans, on a quand même un décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow, 500 millions d'euros, ce qui est quand même significatif vu la taille de la boîte. Et ce qu'on note, c'est qu'on a quand même une variation défavorable du BFR. Donc on arrive à quand même bien gérer le BFR chez Jacquet Metals. Maintenant, on n'est pas en situation d'être en BFR négatif, enfin d'améliorer ce BFR significativement pour passer BFR négatif. Mais ça, c'est impossible vu qu'on doit gérer les stocks et ensuite les vendre à ses clients. Donc il y a forcément un BFR positif sur ce type d'activité. Le rendement des capitaux investis, comme le reste, c'est cyclique. En médiane, on est à 7%. Ce qui est convenable pour une société industrielle française, donc on est sur on va dire plutôt quelque chose qui permet d'autofinancer l'activité assez largement. À l'heure actuelle, on est en point bas de rentabilité, évidemment l'activité est au point mort, donc pour l'instant on s'attelle à dégager des cash flows et il n'y a pas de résultat opérationnel. Donc on est à 1,8% de rendement de capital investi, c'est très faible. Est-ce que c'est si grave? Non, on va le voir par la suite. Donc, je vous mets interprétation globale, c'est évidemment très cyclique, et donc la clé c'est de attraper le bas de cycle pour en profiter quand ça remonte. Est-ce que ça va remonter? Moi je pense que sur 2025 ça va commencer à s'améliorer. On voit d'ailleurs qu'on a un point bas sur la rentabilité qui commence à s'améliorer. On voit d'ailleurs que sur les marges on commence à remonter un petit peu aussi. Donc ça commence à redécoller. Le bilan rapidement. Je le mets ici, mais en fait le point à mentionner qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir ici. Vous regardez les stocks, 614 millions d'euros de stocks, donc on a un petit peu baissé par rapport à 2023, normal, puisqu'on continue à déstocker, et on va le voir par rapport à la capitalisation boursière. En fait on est moins bien valorisé que les stocks, on va le voir juste après. Donc ce qu'on voit dans ce bilan, c'est qu'on a surtout beaucoup d'actifs tangibles, et ça apporte évidemment de la sécurité, ça apporte une énorme marge de sécurité. L'endettement du groupe, donc dans le dernier communiqué qui est disponible, le groupe disait que l'endettement net s'élevait à 175 millions d'euros, contre 210 millions en 2023, donc on continue à se désendetter. On a un gearing, le gearing c'est le ratio endettement net sur capitaux propres, qui est à 27%, contre 31% fin 2023, donc on se désendette tranquillement. 27%, c'est hyper sain comme ratio, il n'y a pas de problème sur l'endettement niveau Jacquet Metals. Si vous regardez le multiple ici, en endettement net face à l'EBITDA, il a 2,7. Donc ça pourrait paraître lourd, mais il faut se rappeler que c'est une activité qui est très cyclique, et donc en fait on a un EBITDA qui est cycliquement bas, mais ça va remonter. D'ailleurs, vous voyez, on est arrivé jusqu'à 6 et quelques fin 2024 à cause de du très faible EBITDA, et en fait rien du tout. Dès qu'on a publié le trimestre suivant, on est retombé à 2,7, enfin le semestre suivant, pardon, on est retombé à 2,7, et parce que l'EBITDA commençait à légèrement remonter. Donc ça c'est finalement pas très pertinent d'évaluer la dette par rapport à l'EBITDA sur Jacquet Metals. Ou alors, si vous le faites, il faut l'évaluer par rapport à un EBITDA normalisé. Donc vous prenez la médiane sur 5 ans par exemple, parce que sur 5 ans on a un cycle complet, et en fait si vous faites l'exercice, vous verrez qu'on est à moins de 2 fois. Donc pas de problème sur l'endettement, le gearing il est à moins de 27%, à 27%, donc aucun souci, on est solide aussi au niveau du bilan. Allez, on passe maintenant à la valorisation de Jacquet Metals. Si on valorise par les flux pour commencer, on a vu que l'EBITDA était cycliquement bas. Bon, si vous prenez la médiane d'EBITDA sur 10 ans, elle est à 7,6, à l'heure actuelle on est à 7,3, donc on est à ce niveau-là, on est quand même décoté, même si l'EBITDA est cycliquement faible. On a eu des périodes, par exemple en haut de cycle 2022-2023, où on s'est valorisé 2 fois l'EBITDA. Bon, mais en fait c'est contre-intuitif, il faut inverser cette valorisation pour savoir quand il est bon d'investir dans Jacquet Metals. En fait, il faut investir quand l'EBITDA est cycliquement... Alors sur les boîtes bien gérées, je précise, sur les boîtes bien gérées, il faut investir quand l'EBITDA est cycliquement bas
et qu'on a une décote sur les actifs tangibles. On a vu que, en fait, on avait une décote sur, on voit ici qu'on a une décote sur actifs tangibles, et que du coup l'EBITDA est cycliquement bas. Donc c'est pour ça que je pense que le timing est quand même intéressant actuellement, et toujours intéressant sur Jacques Metals, puisque le cours de l'action a quand même monté de 15-20% depuis début 2025. Donc si vous regardez ici la valorisation, prix sur actifs tangibles. Donc actifs tangibles, ça va être quoi? Liquidité, stock, immobilier, etc. Donc on enlève tout ce qui est écart d'acquisition, droit d'utilisation, licence, etc. Donc 30% de décote par rapport à la valeur comptable des actifs tangibles, et on va dire 45% par rapport à la médiane de prix sur actifs tangibles, ou de prix sur capitaux propres tangibles, c'est la même chose. Autre élément, vous regardez la valeur d'entreprise. On rappelle, valeur d'entreprise, c'est capitalisation boursière plus endettement net. Ça nous donne, on est à peu près 700 millions, allez, 693 millions. Le stock est valorisé à 615 millions dans le bilan. Donc, on a une légère surcote. Là, je me suis trompé dans la ligne, j'ai mis que c'était inférieur à 1, mais c'est légèrement supérieur à 1, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, ça, les stocks sont toujours, on n'a pas une revalorisation des stocks, je crois qu'ils sont toujours à 615 millions, alors que la valeur d'entreprise, elle est à peu près à 693 millions, donc bon, on est à 1,02, 0,3, 0,5 fois les stocks en termes de valeur d'entreprise. Bon, ça veut dire que on peut quasiment liquider l'entreprise et vendre les stocks, et on retrouvera en fait, et vous avez tout le reste gratuitement. Vous avez tout le reste, vous avez l'immobilier gratuitement, les autres actifs, les liquidités gratuitement. Donc on a quand même une bonne décote sur Jacques Metals. On a encore une marge de sécurité. Peut-être maintenant plus sur les stocks, quoique, parce que si vous regardez un market cap par rapport au stock, on est valorisé à peu près 450 millions, donc on a encore décoté. Maintenant, si vous rajoutez la dette, évidemment, on est plus décoté. Mais par rapport aux actifs tangibles, là par contre, on est décoté sans problème. On peut s'intéresser maintenant au rendement de l'actionnaire. Si vous regardez les free cash flow, donc ça c'est à fin 2025, vous voyez que les dividendes, en fait, ils sont cycliques par rapport à ces free cash flow. Quand on est, en fait, ça va dépendre vraiment de l'allocation du capital du management. Là où je trouve qu'ils sont bons, c'est qu'ils privilégient les rachats d'actions plutôt que les dividendes. Et ça, c'est bien, parce que en fait, les rachats d'actions, c'est plutôt opportuniste. On profite de la faible valorisation pour en racheter. Et donc, sur 2024, ils ont vraiment baissé le nombre d'actions. Ils ont quand même pas mal racheté d'actions pour les annuler. Donc, ce qui est, du coup, ça a diminué ici. On a encore, on l'a vu plus haut, on avait encore 7% en autocontrôle. Donc 7% d'actions qui sont détenues par la société, qui pourraient être annulées. Donc on a encore du stock pour faire baisser le nombre d'actions en circulation. Le dividende, lui, en fait, il est pas régulier, il va dépendre des besoins de cash de la société. Et il faut pas compter là-dessus, en fait. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en période de forte, on va dire un haut cycle, on peut se prendre des 5%, 6% de rendement du dividende sur Jacques Metals sans aucun souci. Moi, ce que je me dis, c'est que le management est quand même hyper bon dans l'allocation du capital, et il gère ça très bien. Donc ne venez pas sur Jacques Metals pour le rendement de l'actionnaire, venez plutôt pour l'appréciation du cours, si vous êtes intéressé par les sociétés cycliques. La conclusion de l'analyse, moi je reste haussier sur Jacques Metals. Donc on a pris 15-20% depuis le début de l'année. Donc la décote, la marge de sécurité se réduit quelque peu, mais on l'a vu plus haut, la valorisation reste quand même très basse du point de vue actif tangible, donc il y a toujours une marge de sécurité à ce niveau-là. Sur les stocks, peut-être un peu moins maintenant. L'année 2024, très bien gérée, on n'a pas fait de perte, on a généré du cash flow opérationnel grâce à un excellent pilotage des stocks, on a continué à investir, à mailler le territoire. Ils ont racheté des entrepôts en Italie, ils ont ouvert des entrepôts en Amérique du Nord. La stratégie long terme est toujours valide. On est sur une vision très long terme sur cette boîte, et ça se passe toujours très bien. Maintenant, on a des facteurs en plus, des catalyseurs haussiers en Europe, parce que le groupe est très exposé à l'Allemagne. En Allemagne, on va avoir un plan de relance, des dépenses d'armement, donc ça va tirer. D'ailleurs, en fait, à l'annonce de ces plans, le cours de l'action, c'est à ce moment-là que le cours de l'action s'est bien repris. On a toujours un prix de l'acier qui est un peu faible actuellement, mais
avec les plans de relance chinois et les plans de relance allemands, je pense que ça va faire rebondir le cours de l'acier, et Jackie Metals saura en profiter. À titre personnel, ma ligne n'est pas complète, donc si j'ai les liquidités, je vais continuer à renforcer du Jackie Metals. Mon objectif de cours, il était à 26 €. Je vais voir si je le remonte ou pas, mais pour l'instant 26 €, ça me semble opportun, hein, ça veut dire qu'on a quand même 30-35% de potentiel haussier encore sur Jackie Metals, avec toujours une marge de sécurité. Pour réaliser cette analyse, j'ai utilisé le document d'enregistrement universel, encore une fois, allez le lire, il est très bien fait. Le dernier communiqué de presse du T1 2025, le livre que je vous recommande, si vous voulez le livre sur Jackie Metals, vous écrivez au service investisseur, vous leur dites que vous êtes intéressé par le livre, ils vous l'envoient gratuitement. Toutes les métriques qui sont présentées dans cet article, dans cette vidéo, sont tirées la plupart de Koifin. Et ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches si vous êtes intéressé par ce dossier. J'espère que cette mise à jour de la thèse d'investissement de Jackie Metals vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.